Salut, c'est Omar Sy. Retrouvez-moi sur RFI et France 24 avec Juliette. À très bientôt. Dans Légendes urbaines. Dans Légendes urbaines. Je sais que tu touches ta bille en peul, là. J'ai vu tirailleurs. Tu peux le faire en peul? Bien sûr. Hi, this is Omar. See you soon in RFI and France 24 with Juliette dans Légendes urbaines. C'est fou, je parle couramment peul. C'est une langue universelle, le peul, je te le dis. Adiarama. En Chalminam. Voilà, Omar Sy. RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais... Et puis non, en fait, aujourd'hui ça sera un son. Oui, toujours plus haut, à l'heure où la division semble plus cotée que la construction de ponts, car... Ils nous maintiennent dans la peur, ils nous maintiennent dans le stress, les uns contre les autres. Ils nous tressent. Et où derrière les ogives, théories du complot, société secrète. Plafond de verre infernaux, à une triste époque où bon nombre s'évertuent à nous faire oublier que nous sommes une seule et même humanité. Pas simple d'incarner l'union et de rester Tellement proche de son prochain. Je dirais même périlleux de se convaincre que... On reste intouchable quand on serre les coudes. Scabreux de se souvenir qu'il est possible d'accomplir ses rêves, particulièrement lorsque l'on vient d'un milieu modeste. Car on sait tous que... Tragiques sont les histoires de l'autre côté du périphérique. Alors beaucoup se découragent, pensant qu'il faudrait être un... Super-héros, 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 super-héros. Pour s'en sortir et exceller, qu'il serait fondamental de détenir les clés pour se transformer et avoir dans sa besace Trop d'énergie comme Bishop. d'X-Men. Alors je vous entends déjà me dire, Juliette... Mais n'est pas Batman qui veut, non. Sauf pour les médecins en or qui vous... J'avoue, mais faire sa part tel le colibri ou Knock n'est pas impossible non plus. Assumer ses responsabilités, aussi petites qu'elles puissent être, ne serait-ce que pour faire évoluer les choses, est fondamental. Après tout, Il est grand temps d'apprendre aux dinosaures à aimer le changement. leur rappeler que nous ne sommes plus sur la planète de Jurassique. Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Regarde les migrants, regarde ceux qui font de monde de merde. En entendant cette phrase, je pense à Samba ou Toirov. Et j'ajouterai... Force à tous les réfugiés. Mais restons optimistes, car c'est demain que tout commence. Et chaque jour est une nouvelle chance pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Comme Yao, notre cher. N'hésitons pas à observer d'où l'on vient pour savoir où l'on va à faire. Un retour aux sources avec un œil pointé sur l'avenir. En gros, ne lâchons rien. Comme nos ancêtres tirailleurs trop fiers pour lâcher le front. Aussi, soyons à l'écoute des autres, attentifs à tout, du Chant des baleines. jusqu'à celui du loup. Et cela même si... Après tant de mauvais plis, faire preuve de bienveillance nous demandera des efforts. Utilisons l'humour comme SAV de nos blessures, quitte à s'entendre dire... Ça c'est quel comportement Mon doudou, ouh, calme-toi. Chaud chocolat, on n'est pas là pour faire le clown. Eh bah si, justement. On est là pour rassembler les peuples. Hors des névroses, on casse les clichés. Comme un albinos, ouais, on est là comme Lupin pour cambrioler les cœurs, exploser les préjugés et faire de demain un monde meilleur, afin de pouvoir clamer un jour qu'après tout, la vie, c'est que du bonheur. Pour conclure, et je m'adresse à chacune et chacun d'entre vous ici, Touche intouchable, croix incroyable. tout comme notre formidable hôte d'aujourd'hui, la famille, juste pour vous, la légende, Omar Sy. Coup de ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Tu m'as mis en galère. Eh, mais c'est Tu bien, m'as mis regarde, en mais galère. regarde ce que ça donne, c'est super. T'es pas mal en galère, hein. Ça te va bien. La galère me va bien. La galère te va bien. Tu la contournes comme il faut. La galère me va bien. La galère te va très bien. Je te souhaite beaucoup de galères. Merci. Et ben ça ne fait que commencer. Ok. On est parti. Bonjour Omar. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Tu vas bien? Ça va super, merci beaucoup. Bon, non, bon. c'était beau. Non, j'ai adoré ça, merci beaucoup. Pour ne pas exclure toutes les personnes qui nous suivent, des dizaines de millions de personnes qui nous suivent et qui nous écoutent.
tu t'aimes pas trop qu'on parle de toi. C'est vrai que mes intros consistent à faire des atalakou, comme on va dire en Côte d'Ivoire, et à mettre en avant toutes tes qualités. Et Dieu seul sait à quel point tu en as. Merci. Mais ça te met très mal à l'aise. Donc, ton équipe, et une spéciale pour Hélène, ma gossure, dit fais ton intro, mais ne parle pas d'Omar. Non, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai que Super. c'est une position compliquée. Ouais, mais après, ça va. Mais en tout cas, ça, c'est bien. Bon, Ça, l'exercice, c'est bien. c'est- L'exercice, ouais. Voilà. Haut la main. Relevé Merci. haut la main. Et c'était en plus super beau. Merci. Super beau, plein de poésie, avec des bons rappels. Des rappels Ouais. qui te ressemblent et qui Ouais. ressemblent à ta vie. Et justement, on va y revenir. Avant de parler de ton film qui sortira en salle le 4 janvier, Tirailleurs, j'aimerais revenir sur ta genèse parce que beaucoup de gens te connaissent à travers des angles différents, t'ont connu à des périodes différentes, mais ta cartographie est quand même importante. Tu es né à Trappes, en banlieue parisienne, dans le 78. Ton C'est ça. papa est sénégalais, ta maman est mauritanienne, tu viens d'une fratrie de 8 enfants. Tes parents ont bougé de l'Afrique pour aspirer à des jours meilleurs et augmenter leur champ des possibles. Ton papa a travaillé dans une usine de pièces auto, ta maman était femme de ménage. À quoi ressemblait ton enfance ? Dans quel sens c'est un peu typique. Je vais rien révéler d'incroyable, comme tout jeune banlieusard. C'est HLM, voilà. Alors juste, c'était pas des gros blocs d'immeubles. Moi, j'étais dans un quartier où on avait 4 étages. C'était le max, c'était le plus haut. Et voilà, chacun trouvait son petit espace là-dedans. Et voilà, c'était ça. En fait, j'ai souvent le souvenir d'une enfance hyper joyeuse, moi, en fait. Et en fait, le contraste, se rendre compte, en fait, de la situation un peu, parfois, de manque ou les situations violentes. En fait, en tant qu'enfant, tu les traverses normalement comme quelque chose de tout à fait normal. Ton environnement, totalement, voilà, il y a rien de choquant, puisque c'est ta vie, c'est ton environnement, et tu connais que ça, finalement. Tu fais l'espèce de rétrospective après, quand tu rencontres d'autres gens qui, eux, sur Paris, voilà, et que eux te racontent leur histoire, et puis toi, tu racontes une histoire avec toute ta candeur, ton innocence, et puis les gens te regardent un peu chelou, dire c'est très violent quand même, comme truc, non? Tu dis ah ouais, je sais pas moi. Parce que normal. c'est comme ça qu'on fait nous. Parce que toi, c'est comment? Et puis tu découvres des Bien choses, sûr. et c'est là où tu te rends compte que tu as eu une enfance particulière, mais sinon, en fait, moi, j'ai traversé ça hyper normalement, et avec et on a beaucoup. Surtout, j'ai un souvenir de rigolade. Moi, je me souviens sûr. d'avoir beaucoup ri, en fait. Mais parce qu'en banlieue, d'une façon générale, dans les cités, etc., il y a une espèce d'humour exacerbé. C'est ça. Et c'est un sport national même, exactement. en fait. Ben ouais. Et puis c'est quelque part la chose la plus accessible finalement. Bien et sûr. c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est des proches qui disaient tout me rend triste, donc j'ai appris à rire de tout. Et c'est vrai qu'il y a un cynisme, il y a un art même du battle et de la charriade. De qui est passer, quand même, de passer par-dessus, en fait. Obligé. Ouais. Sinon, on n'avance pas, quoi. Quand les Quinri, quand les Américains te disent Hey, Omar from Paris, tu n'es not trap. Comment tu leur expliques trap? Trap, not the music. J'ai jamais mentionné trap aux Américains. C'est trop compliqué. Tu leur dis Paris, la banlieue parisienne. Ça sert à rien d'essayer de leur expliquer ce qu'est trap. Tu leur expliques que c'est la banlieue parisienne. Tu leur expliques que les villes en France, ça marche différemment. C'est que la banlieue, c'est pas pour les bourgeois, en fait. Est-ce que c'est assimilable au project, par exemple? Oui, alors tu leur expliques un peu project. Tu leur dis project pour qu'ils imagent un petit peu le truc. Parce que si tu dis banlieue, pour eux, la banlieue, c'est l'endroit où il y a plutôt des bourgeois. C'est les Compton. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, il faut un peu leur expliquer ça. Mais trap, oublie. Ça sert à rien. Ben oui. Ouais. Ah, ils vont pas... Ça va pas percer aux États-Unis. Non, ça marche, ça passera pas. On en parlera tout à l'heure de trap. Les valeurs, je sais que tes parents t'ont inculqué beaucoup de valeurs parce qu'ils sont eux-mêmes des personnes de valeur et de grandes valeurs. Quelles sont les valeurs principales qu'ils t'ont inculquées? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire comme ça. C'est parce qu'en fait, tu fais pas vraiment la somme des choses et puis c'est pas forcément quelque chose que tu vas nommer. Tu vois, c'est plutôt des choses qui sont en toi et qui sont presque automatiques. C'est ton naturel. Donc c'est difficile à remarquer mais j'ai l'impression que le souci de l'autre, c'est quand même un truc que eux ils ont, donc que tu reproduis naturellement, tu vois, se soucier de l'autre, la discrétion. Mon père, je me souviens, il me disait souvent fais pas de vagues, discret, arrête, tu parles trop fort, tu cries trop, tu gigotes, des trucs comme ça, des trucs de discrétion. J'ai fait tout l'inverse.
Mais bon, voilà, c'était ces trucs-là qui étaient importants pour eux. Et puis oui, d'être bien, en fait, d'être quelqu'un d'être bien et juste, ça a été... je les ai vus vraiment tenir à ça tout du long, toute leur vie. Dès qu'il y avait un truc pas juste, ils sont pas bien, ils sont pas à l'aise avec ça. Et donc, du coup, ça, c'est des trucs qu'on reçoit, ces choses-là. C'est même pas vraiment dit, mais c'est leur façon de vivre. Et les stress qu'ils ont eus, tu les ressens. Donc, dès qu'il y a quelque chose de malaisant, de quelque chose qui n'est pas juste, tu le ressens aussi et tu essayes de faire en sorte que ça s'apaise ou qu'au moins ça se dissipe. Donc, il y a peut-être ça. Pas simple en plus d'être juste et d'être dans la compréhension quand on vit là où tu vis, donc à Trappes à l'époque, hyper mélangé, Trappes. Chez toi, ça parle Peul. Ouais. Donc on peut dire que tu as une double culture, mais en réalité, en étant à Trappes, en grandissant à Trappes, tu as une quintuple culture, en fait. Il y a tout. Tu parles avec des Maghrébins, avec des Asiatiques, avec des Français, avec des Juifs polonais. C'est vraiment un mélange. Est-ce que ça a contribué clairement à ton ouverture sur les autres, en fait? Ben oui, parce qu'en fait, c'était l'ensemble de tout ça. En fait, ouais, c'était nous. Nous, on était tout ça, en fait. Et il y avait ouais, cette ouverture-là et la rencontre avec l'autre, elle se faisait mais comme ça, c'est-à-dire en faisant 2 pas. Et c'est vrai qu'on a été bercé là-dedans et en plus, c'est une différence qui n'était même pas notée. C'était totalement naturel d'avoir un environnement aussi divers. C'était pas quelque chose encore une fois, c'était notre environnement. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais questionné. C'est plus tard, encore une fois, qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Et face à la nouveauté, ils sont un peu frileux. Ils ont peur. Voilà. Et encore que nous, la nouveauté, c'est tout ce qu'on connaît. Et du coup, on est attiré par la nouveauté même. Du coup, donc, il y a un côté, nous, attractif pour la nouveauté. Et pour d'autres, c'est répulsif. Donc, on voit aussi cette différence. Mais encore une fois, c'est à l'âge adulte que tu te rends compte que on a des bagages différents. Et du coup, ça nous donne des réactions différentes face aux événements. Cette réaction, voilà, cette proportion à accueillir l'autre naturellement, finalement. Ouais, organiquement. T'as pas peur? On dirait que tout est accessible pour toi parce que à l'époque, tu voulais être dans l'aéronautique quand tu étais petit. Ouais. Tu grandis à Trappes, dans un milieu modeste, mais tu veux être dans l'aéronautique. Il n'y a rien y a aucune barrière mentale, en fait. Jamais. Ouais, parce que surtout, c'est à l'âge où c'est possible, en fait. Quand t'as 9, 10 ans, tu construis tellement de choses dans ta tête que c'est que dans ta tête. Donc, il y a personne d'autre dans ta tête que toi. Donc, évidemment, tu peux bâtir des choses. Et puis, tu te rends compte aussi que, ouais, il y a une possibilité. En fait, tu comprends, là, il suffit juste d'avoir des bonnes notes à l'école, se concentrer, et c'est possible. Il n'y a rien qui peut t'en empêcher. Donc, on avait, nous, ça. Et j'ai effectivement l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué pour les jeunes d'aujourd'hui de se projeter, de même se permettre, s'autoriser le rêve. Ça devient quelque chose d'assez... ouais, inaccessible. Inaccessible. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais j'ai l'impression qu'on est dans un truc un peu comme ça, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que tout commence par ça. Dans l'article du New York Times, pour lequel tu as fait une tribune dont on parlera tout à l'heure, tu parles justement de cette rêverie d'enfance, et tu disais que finalement tes premiers films, tu les as construits dans ta tête en étant petit. Ouais, oui, parce que tout se passe là, finalement. Et effectivement, j'ai cet imaginaire depuis que je suis tout petit, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours sauvé, quelque part, et qui m'a toujours réconforté, savoir en fait que je suis propriétaire de cet endroit. C'est à moi, et je suis le seul à y habiter. Enfin, je crois. Je suis pas sûr, moi. Moi, je fais une petite coloc à l'intérieur, mais je voudrais pas juger. Mais en tout cas, ça veut dire qu'en fait, il s'y passe ce qu'on veut. Et ça, j'en ai eu conscience assez jeune. Et j'ai toujours trouvé un refuge là-dedans. Et c'est vrai que de fonctionner comme ça, finalement, même si devenir acteur était pour moi une espèce d'accident, je me rends compte que finalement, j'ai toujours fonctionné, en fait, avec mon outil aujourd'hui, celui que j'utilise pour travailler. En fait, il a toujours été en marche très, très tôt. En fait, j'ai toujours fonctionné avec ça. Et ouais, l'imaginaire m'a beaucoup aidé. Et effectivement, ouais, je crois que ça fait longtemps que je fais des films dans ma tête, en tout cas. J'ai l'impression que tu fonctionnes aussi beaucoup dans ta tête avec l'instinct et avec le sens. Les choses qui ont du sens, quitte à faire des sauts de 50 étages dans le vide. Bon, tu vas être dans l'aéronautique, mais en même temps, tu passes pas ton bac pour aller au Festival de Cannes faire des blagues avec Jamel. Ouais. Mais c'est de l'instinct. Oui, mais il y a quelque chose aussi, comme je disais tout à l'heure, en fait,
l'attirance pour la nouveauté, en fait. Et dès qu'il y a quelque chose, finalement, que je connais pas, qui me ressemble pas, mais ça m'attire. Il y a vraiment quelque chose d'attractif, quoi. Et donc, du coup, quand je vais à Cannes, je découvre un monde que je connais pas. En pleine épreuve du bac que tu étais supposé passer, on est d'accord. Cannes, c'est au mois de mai, le bac, c'est au mois de juin. Donc, l'année de mon bac, je fais ma première... la première fois où je vais à Cannes avec Jamel. Et donc, j'ai le bac un mois après. J'ai quand même eu un peu de scrupules. Je suis allé à Cannes avec mon sac de cours. Que t'as pas ouvert J'ai jamais ouvert. Ah bah oui. Je l'ai jamais ouvert. Mais du coup, oui, il y a ce truc-là qui est tout nouveau. Donc, je me vautre dedans. Je regarde, j'essaie de sentir. Et puis, je découvre un monde incroyable où je me dis, c'est pas mal ça. Et j'avance. Et c'est devenu ma vie. Et depuis, je n'ai jamais cessé d'avancer depuis que cette porte s'est ouverte. Donc oui, c'est un truc instinctif et c'est aussi saisir les opportunités. C'est aussi ça, j'ai l'impression que j'ai pas peur de ça. En fait, quand il y a quelque chose, une porte entrouverte, je vais voir ce qu'il y a derrière. Quand même, ouais. Si ça a du sens quand même. Oui, aura du sens. Tu fais quand même des choses qui ne sont pas prises à la légère. On dirait que c'est quand même réfléchi en se disant, est-ce que ça fait sens ? Oui, c'est un moteur, pour toi ça. Et les autres. C'est un moteur, le sens. C'est un moteur, le sens. Il y a quelque chose aussi de... Il y a la logique, quoi, pour moi. C'est-à-dire que oui, il me faut une raison. Il me faut une raison pour faire les choses. Donc oui, le sens, c'est primordial. L'histoire, on va pas la refaire, mais on te connaît, enfin, c'est gravé dans la roche, de SAV avec Fred, Omar et Fred, jusqu'à Intouchable, où tu es couronné d'un César. Tu deviens le premier acteur noir, à obtenir un César. Et à partir de ce moment-là, tu dis que c'est là où ça arrête ton syndrome de l'imposteur, que tout est possible dans la vie. Tu deviens aussi l'incarnation du fait que tout est possible. Qu'est-ce que tu diras à toutes ces personnes qui ont des syndromes de l'imposteur, alors que finalement ils sont à leur place et qui sont souvent mis en doute par des gens qui sont peut-être même moins compétents qu'eux parfois? Qu'est-ce que tu leur diras avec du recul? Moi je dirais que le syndrome de l'imposteur, il m'a jamais vraiment quitté. C'est juste qu'en fait le César m'a permis de me considérer acteur et de me dire au moins, même si moi je pense que je suis pas acteur, eux ils le pensent. Donc ça me permet de continuer sur cette voie-là. Texto pardon de te couper, mais texto de Depardieu, tu l'as dit dans l'interview que tu as fait il y a très longtemps avec Deniso, qui était vraiment très cool. Depardieu qui t'envoie un texto. Qui m'envoie un texto. Bravo mon gars, bravo. au gros tu fais partie de la clique quoi. Donc ça encourage et ça te met un peu d'essence pour continuer la route. Après le syndrome de l'imposteur, on l'a. Alors on arrive à gérer avec. En fait moi aujourd'hui je pense que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction ce syndrome de l'imposteur finalement parce que en l'ayant je me suis mis à travailler comme un acharné parce qu'en fait tu dis je suis pas à ma place et à un moment donné ça va se voir. Donc pour pallier à ça, pour cacher la misère, je me suis mis à travailler comme un dingue. Et heureusement que j'ai ça. Mais tu le fais encore aujourd'hui. Et je le fais encore aujourd'hui. Et heureusement, parce que je me connais, je suis un branleur de base, moi. Et donc, du coup, si je l'avais pas... T'en es bien sorti. Oui, non, mais si j'avais pas ce syndrome de l'imposteur, je ferais pas grand-chose. Si je me sentais à ma place, je ferais pas grand-chose. Donc, en fait, finalement, faut le garder. T'as peur encore parfois? T'as des doutes parfois encore? Mais bien sûr. Mais on n'est fait que ça. On peut pas être dans un métier où on est créatif sans avoir de doute. Bien sûr. Ça n'existe pas. C'est le doute et la création, c'est la même chose. Comme on dit, les deux faces d'une même pièce, quoi. C'est clair. Je pense même que si tu arrêtes de douter, en fait, tu régresses. Mais si tu arrêtes de douter, tu ne crées plus. C'est vrai. C'est impossible de créer. T'es un exemple. T'incarnes vraiment beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Pourtant, tu fais jamais de leçons de morale. Tu les évites. Tes actes... finalement parle plus fort que les mots. J'aimerais justement, je t'en parlais tout à l'heure, citer quand même l'article du New York Times qui t'a invité à faire un essai dans le cadre du Turning Points, qui consiste à chercher un peu en contenu de la situation actuelle des pensées pour l'avenir et pour améliorer les choses. Et j'ai retenu plein de choses, mais dont « Et si rêver était une autre façon de penser le monde, et si raconter des histoires signifie refaire le monde, et si faire des films pouvait le changer furtivement ». C'est vrai que tu as cette retenue. Et tu donnes jamais de leçons, en fait. Tu agis. Ben oui. Et ça, alors on parlait de la transmission, par exemple, de ce qu'ont pu me donner mes parents. Ça, c'est un truc que mon père disait, mais quand tu disais « je vais faire » ou quand tu disais « fais-le, parle pas ».
Parce qu'en plus, quand tu parles, tu l'as presque fait, donc c'est pas bon, en fait. Fais-le, et puis finalement, j'ai l'impression, ouais, que un beau geste est toujours mieux qu'un très, très bon discours. Très grand discours. Ouais. C'est ça n'a... Et puis, j'ai jamais aimé ça, moi, jeune. J'ai jamais aimé ça, les mecs qui donnaient des conseils, les mecs qui dictaient ta conduite. Les anciens qui te font des sons, qui te faisaient des ça, longs discours. Tais-toi, parce qu'en fait, ton discours, il est ça, et puis je me retourne, je te vois faire un truc qui n'est pas du tout ce que tu viens de dire. Donc moi, je regarde plutôt ce que tu as fait que ce que tu m'as raconté. Bien sûr. Et donc, j'ai pas envie d'être ce gars-là. J'ai pas envie d'être ce gars-là. Et puis surtout... les choses bougent tellement, c'est-à-dire que ton expérience, c'est ton expérience, mais ça va pas s'appliquer à tout le monde. On fait faire hyper attention à ça aussi. Puis il y a un truc aussi d'humilité. Tu peux pas te... Et puis, tu n'as pas envie de donner des fausses routes aussi. C'est-à-dire que ce qui a marché pour moi, ça ne marche pas forcément pour toi. Donc, je vais commencer à saigner des vérités qui ne sont que les miennes, qui s'appliquent que sur ma vie. Tu vas donner une fausse piste à un môme qui t'écoute comme ça et qu'attend que ça. Faut être hyper prudent, quoi. Faut être hyper humble par rapport à ça. Sans compter sur le fait que ce que tu pensais il y a 5 ans n'est pas forcément ce que tu penses aujourd'hui. Et j'espère que ce que j'ai pensé ce matin, ça a bougé déjà. Et on est là pour ça. Donc tu penses en fait finalement que incarner des personnages, c'est aussi ce que tu disais en fait dans le New York Times, incarner des personnages, mettre en exergue en fait des points de vue, des vies, c'est aussi une façon de rendre les choses plus humaines en fait et plus universelles. Plus accessible, et je trouve en plus que ça s'explique mieux par ça, par une histoire qu'on raconte, par un personnage qui peut nous connecter d'une façon ou d'une autre, par une histoire, une situation, une couleur, un son, peu importe, mais se connecter par là, j'ai l'impression que c'est un langage beaucoup plus précis finalement que des mots très élaborés. Tu vas comprendre pourquoi je rigole, puisque ma prochaine question, elle est importante en plus, elle me tient à cœur. C'est la précision. J'ai regardé beaucoup d'interviews de toi. Comme je te disais, je suis en colocation avec toi depuis une semaine. C'est dingue. Mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est la précision en fait de tes mots. Et finalement, visiblement, ça vient de ton papa qui lui parlait peu. Mais quand il parlait, c'était un punchliner, bim, précis, et efficace. Et je te trouve extrêmement précis dans le choix de tes mots. T'es jamais en posture, mais tu pèses vraiment tes mots. C'est très important pour toi. J'essaye, parce qu'en fait, c'est pas anodin, ça. C'est pas anodin, un micro, une antenne, des caméras, comme ça, les gens t'écoutent. Et puis, il y a des gens aussi qui ont la perception de ta parole comme quelque chose d'important, qui ont l'espoir d'être guidés par tes mots. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et il y a beaucoup de monde qui n'ont pas ça. Et donc, quand toi, tu y as accès, il faut que tu considères la chose quand même. Et même avec tes enfants, visiblement, il y a des réunions de famille où vous vous posez en équipe et vous discutez de divers sujets et tu pousses les gamins à vraiment s'exprimer et utiliser un mot parce que les mots sont précieux et ne pas utiliser un mot pour un autre, en fait. Ben oui, s'exprimer, c'est important. On le sait. En effet. Mais surtout au sein de la cellule, en fait, à l'abri, ça commence par là, en fait. Et surtout, moi, j'ai envie d'apprendre d'eux parce que leur monde n'est pas le mien. Et donc, j'ai envie de comprendre quel est leur monde, quelle est leur vision de ce monde, etc. Et de ne pas me sentir dépassé. Alors, je sais que c'est mon destin, hein. Quand on est parent, le principe, c'est qu'on va être dépassé, mais j'ai envie que ça arrive le plus tard possible. Toi qui, justement, a l'amour des mots, t'as jamais eu envie de rapper ou de chanter? Non. Arrête. Non, jamais. T'as de la chance qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ne me dis pas qu'à 15-16 ans, t'as pas essayé de kicker. Non, Je ne vais pas te sortir de vidéos bizarres, j'ai pas trouvé. Jamais de la vie. J'ai cherché. Jamais de la vie. Jamais t'as essayé de faire un petit 8 mesures. J'ai toujours abordé la chanson par le masque de la rigolade. Parce que je sais où j'en suis. Mais rapper, non. Mais non. Même pas un 8 mesures. Ça sert à rien. C'est du gâchis. Il faut respecter l'art. Bah oui. Et donc, je respecte les gens qui rappent, donc je peux pas rapper, moi. Ce serait un affront de leur faire ça. C'est pas gentil. Et tu sais qu'il y a un nombre incalculable de rappeurs. On s'est quand même amusé, je sais pas si c'est s'amuser, de compter le nombre de titres de rap français dans lequel ton nom a été droppé. Ah oui? On est allé sur Genius. Je pense qu'on n'est peut-être passé à côté de quelques-uns. Est-ce que tu as une idée? De toute façon, tu ne la donneras pas l'idée, en fait, parce que tu as trouvé ça trop prétentieux. Mais est-ce que tu sais que tu es sûr? Tu as été cité 191 fois, 191 titres. Alors, pour te donner un ordre d'idée, parce qu'on ne sait pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Moi, j'ai conscience que c'est énorme, 191 fois. D'accord. Ouais, moi, je ne me rends pas compte. Trappe, ta ville, elle a été citée moins que toi, 188 fois. Ouais, c'est pas mal.
C'est bien, T'es plus que... Tu vois, je voulais pas te mettre en opposition avec qui que ce soit. Mais globalement, Trappez-moi, c'est la même chose. On a fait des hommes politiques, on a fait... T'es cité plus que les gens sont en moyenne à 120, 150. Ouais, mais ils font quoi? Ils disent des trucs cool ou ils me défoncent? Parce qu'il y a tout, tu sais, il y a de tout, mais 90% des choses sont très, très, très positives. Et j'y viens, donc quand même 180 en soi, cités, dont, bah, évidemment, la plus grosse punchline... Intouchable comme Omar. Ouais. Très étonnant. C'est étonnant. Mais il y en a une qui revient souvent, on parle souvent, certes de ta réussite, en disant je veux la réussite, le compte en banque, etc. Être une moula comme Omar. Et puis, ton sourire. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, j'ai retenu une qui je trouve très jolie, de Eden Dillinger, qui dit « Moi, je suis moins communicatif que le rire d'Omar Sy ». Et en fait, voilà, 90% quand même, ça c'est beau, ça c'est bien. C'est nice. Ouais, tu vois, on parle de ton sourire, on parle de tout ça. Ouais, mais la formule est belle surtout. Elle est jolie quand même, tu vois. Ouais. Voilà, je voulais te la donner. Et beaucoup de gens, quand ils te parlent d'intouchable, bien sûr t'es intouchable, mais la distance géographique a fait aussi que tu sembles intouchable maintenant, pour encore plus intouchable pour bon nombre de gens. Et cette discrétion, finalement, c'est un truc important dont je voulais te parler parce que quand t'as eu le César, t'aurais pu faire le fanfaron, etc. et aller kiffer ta vie et profiter de cette fame, de cette notoriété. Toi, t'as fait l'inverse. Vous êtes parti avec ta famille, ton épouse, tes enfants. Vous êtes parti faire une année sabbatique à Los Angeles. Cette année sabbatique s'est transformée en une vie, une nouvelle vie, nouveau challenge, nouveau strike. On te retrouve encore une fois, je vais pas te faire répéter 100 fois la même chose, c'est pour ça que je le dis, X-Men, Transformers, dans des vrais films assez incroyables. Tu pètes pas un mot d'anglais à la base. Non, zéro. Il faut qu'on en parle. C'est vrai. 4 heures d'anglais, parce que c'est ça qui est important chez toi. Ouais. C'est le travail. Ouais. C'est qu'en vrai, c'est pas genre, ah ouais, trop fort, X-Men ou Transformers ou Inferno plus récemment. C'est qu'en fait, à la base, tu ne parles pas anglais, donc c'est un taf de fou. C'est même pas avoir l'accent français. C'est ne pas avoir l'accent. La langue déjà. Ouais, mais c'est... Justement ça, en fait, c'est même pas une volonté d'être discret ou de fanfaronner ou de pas saisir la chance. Moi, j'ai l'impression que saisir la chance, justement, du César et de tout ce qui m'arrive avec Intouchable, c'est de faire ça. En fait, de profiter, de me dire, je vais me donner 1 an avec les miens parce que je viens de faire un truc extraordinaire. Ça me donne 1 an où je peux me détendre, être avec les miens, passer du bon temps, reconnecter avec mes enfants que je vois quasiment pas parce que je suis entre le SAV et les films et tout. Donc là, j'ai 1 an où je peux passer du temps avec eux. En fait, pour moi, c'est ça, en profiter. C'est ça, profiter du César, c'est ça, profiter du succès, en fait. Et puis ensuite, encore une fois, une opportunité comme Cannes à l'époque. Là, je suis aux États-Unis, un agent qui vient me voir, qui veut me représenter, qui a des trucs pour moi. Il m'envoie faire des castings, ça se présente, c'est encore une petite porte qui s'ouvre. Je veux voir ce qu'il y a derrière. Pour moi, c'est ça, en profiter. En profiter, c'est pas de faire comme si j'avais gagné la Coupe du Monde avec mon César sur les Champs-Élysées. Ouais, ça veut rien dire. Donc, du coup, pour moi, c'est ça, profiter de ce qui m'arrive, c'est de faire tout ce que j'ai fait. Et de capitaliser et d'en profiter pour aller plus loin. Ben ouais, d'aller chercher d'autres challenges, d'aller me frotter à d'autres personnes, enfin, découvrir, de traverser d'autres expériences, etc. Autre grande news dans le genre grandes expériences, nouvelles expériences. Tu seras dans le prochain film de Jay-Z, produit par Jay-Z. Produit par Jay-Z, ouais. Je suis en train de le tourner en ce moment. The Book of Clarence. Sorry, I'm reading. Je vais lire là, aux côtés de... Parce que je suis même pas sûre de la prononciation. Lakeith, tu dis? Lakeith. Pardon, Stanfield. Okay. Réalisé par James Samuel, second après The Harder They Fall. Mais c'est stylé de fou. Ouais, c'est super. Je suis très content. Franchement, c'est la classe mondiale. Ouais, c'est un autre point de vue encore. C'est encore un autre angle, en fait. Oui, c'est encore une autre façon d'aborder une histoire, parce qu'en plus, là, on est sur un contexte un peu biblique. Donc, c'est une autre façon de voir l'histoire et de la raconter avec pour moi, un metteur en scène qui est vraiment, mais qu'on dit unique en son genre, mais là, c'est vraiment particulier. Il est perché, même, d'ailleurs. James Samuel, c'est un mec incroyablement talentueux, avec une vision très précise et vraiment qui est la sienne, vraiment singulière.
Et c'est un mec qui touche à tout. Il est producteur, il est musicien, il produit de la musique à la base. C'est comme ça qu'il connaît Jay-Z. Et donc, et ce qu'il fait avec des images, c'est juste incroyable. Ah, c'est fou. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on parlait des quartiers tout à l'heure, mais voilà, on se rend compte que un quartier autour de Paris et un quartier autour de Londres, c'est finalement assez similaire à plein d'endroits, parce qu'avec James, on se connaît pas depuis longtemps, mais depuis qu'on est sur ce projet, qu'on discute, qu'on apprend à se connaître, on se rend compte que finalement, on a eu des enfances qui sont vraiment, qui peuvent se superposer, et donc on se comprend sans se parler. Il y a des choses on reçoit des choses un peu de la même manière à certains endroits, et c'est assez fascinant de voir ça, de voir cette fluidité entre nous, et ouais, je suis très content de travailler avec lui, parce qu'en plus, son premier film a été pour moi un revers dans la tête incroyable. Ouais. Ardeur des Faules. Ardeur des Faules, un western, très, très, très puissant, lunaire. avec des plans incroyables. Il est bon. Et avec beaucoup, beaucoup de changements, finalement, dans l'inconscient collectif, qui pour moi, en fait, rejoint un peu Tirailleurs. Mais encore une fois, on en parlera. À quel moment, toi, dans ta vie, tu te dis que que tout est possible? J'ai lu un jour que tu disais, mais moi, j'attends le jour où on me dit, bah, en fait, t'es dans le Truman Show, en fait. Oui, C'était une blague. Oui, c'est ça. T'es enfermé. C'est ça. Qu'en fait, ouais, c'est un programme qui dure depuis 44 ans où les gens te visionnent, là. Jamais tu te dis que c'est impossible. Enfin, c'est fou. Est-ce que t'as du recul là-dessus? Non, mais en fait, j'ai décidé de pas regarder. En fait, ça sert à rien, en fait. Parce qu'en fait, si tu peux pas te retourner et avancer en même temps. On va faire un essai quand tu peux pas marcher en regardant derrière. On est d'accord. Si tu regardes derrière, il faut que tu t'arrêtes. Si t'es prudent. Après, il y a des oufs qui continuent à marcher en regardant derrière. T'en as qui font des moonwalks, voilà. Mais c'est rare. Oui, ouais, oui, mais quand tu fais un moonwalk, tu regardes derrière. Ouais. Tu regardes pas devant. Ouais. C'est chaud quand même. Tu peux te prendre un mur. Donc, en fait, je fais pas ça. Parce que c'est pas naturel d'avancer et de regarder derrière. Et ouais, je me suis tourné vers l'avant et ça me va bien. Ça me va bien. Je disais l'autre jour à mes enfants, vous compterez vous les nombres de films que j'ai fait, vous compterez tout ça, vous ferez le bilan vous. Quand j'aurai fini, quand mon dernier souffle il sera passé, là vous ferez le bilan. Ouais. J'ai pas besoin de bilan moi. Pas de rétro. Non, c'est pas la peine. On avance. Tu fais un milliard de choses. T'es un hyperactif en réalité, parce que tu dis comme petit flemmard, mais en vrai, tu fais des randonnées en raquette, de la moto. Tu vas sur de grandes étendues, tu fais des raids dans le désert, tu fais du yoga, tu fais de la cuisine. Mais en plus, à l'image de ton ouverture d'esprit, tu fais bien le tiboudienne, mais tu fais aussi de la blanquette de veau. Il y a un proverbe de Confucius qui dit on a deux vies et la première commence lorsque l'on se rend compte qu'on n'en a qu'une. C'est quoi ta philosophie à toi? Parce qu'en fait, t'es en H24, on dirait que tu dors quoi, 4 heures par nuit? Non, je dors hyper bien, moi. Et c'est en fait ça, mon vrai moteur, c'est de bien dormir. Ouais. Non, après être à du 10 000 Non, mais éveillé. ça veut dire qu'en fait, avoir l'esprit suffisamment apaisé pour faire un vrai sommeil. De m'endormir en me disant que ma journée, elle a été bonne, j'ai fait des choses utiles, je fais de mal à personne, je peux m'endormir bien. Et donc ça, c'est important. Donc du coup, bien dormir, c'est ça mon truc. Et d'avoir fait un truc dans la journée, des choses qui me remplissent en fait, des choses qui me font du bien, des choses qui m'apaisent. L'apaisement, c'est un truc que j'ai toujours, enfin, très très tôt recherché en fait. La paix intérieure, ça ne commence que par là en fait. Tu peux pas être en paix avec les autres, être bien. Si t'as une galère, c'est compliqué de sourire aux autres ou de même être empathique en fait. Et donc du coup, c'est ça. Et après, ouais, encore une fois, la nouveauté. La nouveauté, j'aime ça. Et donc, du coup, voyager, faire de la moto, de faire des randonnées, de marcher, c'est d'aller vers la nouveauté, vers des trucs que tu connais. Tu vas à un endroit que tu connais pas, tu regardes, c'est cool. Et bon, la cuisine, c'est l'amour, quoi. Pour moi, la nourriture, c'est un truc on peut mettre beaucoup d'amour dans la cuisine. Donc, j'aime ça. Et puis, il y a une forme aussi de méditation dans la cuisine. C'est la pensée unique. La moto, c'est pareil. C'est quand tu fais ton plat, tu es concentré pour que ton plat il soit pas foireux, quoi, et que les gens kiffent. Et quand tu es sur ta moto, tu peux pas penser à 10 000 trucs. Il faut arriver à bon port. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, tu es une espèce de truc comme ça, un tunnel où c'est pensée unique. C'est un peu une paix d'esprit où ton cerveau, il n'est pas sur tes 10 000 dossiers. Tu as juste là, il faut que j'arrive là-bas. Et cette ligne-là, il faut que je... Voilà. Et donc, c'est une forme de méditation, finalement.
Le recentrage pour pouvoir être encore plus universel. Ouais, et finalement. plus connecté au reste, en fait. Et d'avoir, à un moment donné, foutre la paix à son esprit, c'est important. C'est bien aussi, c'est vrai. L'universalité, c'est ce qui te caractérise aussi. Ça a inspiré un chroniqueur, journaliste, auteur, compositeur, interprète. Je me demande s'il vend pas des machines à raclette et s'il n'est pas fleuriste, tellement il sait faire plein de trucs. Il déchire, il s'appelle Emric, alias Crow. Il a créé un nouveau concept qui consiste à faire un battle à la Rap Contenders. Je pense que tu connais Rap Contenders. Ouais. L'invité VS quelque chose. Et quand je lui ai dit, bon, on reçoit Omar Sy, mon frère, c'est VS quoi, Omar? Il m'a dit, ah, l'impossible. Ouais, c'est facile. Il me dit, ok, t'as raison. Je vais faire Omar vs la culture de l'exclusion. Intéressant. On va voir qui gagne le battle. Ouais. C'est parti. On va voir les juges. Salut l'équipe, moi c'est Crow et on se retrouve dans un nouveau Legend Contenders pour juger le battle Omar Sy versus la culture de l'exclusion. Alors, ce battle il va être difficile pour Omar parce que quand on se bat contre une réalité culturelle, on se bat avant tout contre soi-même. Ou pour soi-même d'ailleurs, la ligne est fine. En fait, par définition, une culture c'est une somme de croyances, de références et de valeurs qui s'ancrent en nous collectivement et par extension individuellement. Alors vous allez me dire, pour battre la culture de l'exclusion, du coup il suffirait que chacun individuellement arrête d'exclure l'autre. Peut-être. Mais Omar il va plus loin dans cette démarche. Et il a surtout arrêté de s'exclure lui-même. On parlait tout à l'heure de comment il a réussi à vaincre son syndrome de l'imposteur avec le succès d'Intouchable ou du SAV. Eh ben, en s'autorisant à jouer en anglais, à faire pleurer autant qu'à faire rire, à produire et à réaliser au-delà de jouer, et à prendre position sur des sujets sociaux qui vont au-delà du secteur du cinéma. Je pense qu'Omar, il a ôté les mots « c'est pas pour nous » de la bouche de beaucoup de gens. Et ça, c'est sa première victoire dans ce battle. Cette liberté, il va s'en servir dans le deuxième round pour gagner la bataille à une échelle plus collective. Quand on est acteur, par essence, on a une liberté d'identité qui est folle. Mais au-delà de ça, toutes ces identités qu'on peut revêtir, on peut les présenter au monde, les faire entrer dans l'histoire collective. Et toi, Omar, étant quelqu'un qui apprécie quand les mots sont choisis justement, tu sais que parfois on ne parle pas d'acteur, mais d'incarnant. Et ta liberté d'incarner, du coup, elle a permis de faire rentrer dans l'histoire collective un médecin noir, un super-héros noir, un clown noir, un policier noir, des personnages dont le rôle n'est pas d'être noir, des personnages dont le rôle n'est pas non plus de confirmer ou d'infirmer un cliché, des personnages dont l'histoire n'est pas définie par leur négritude, mais dont cette dernière fait partie intégrante, avec différentes implications selon le contexte. Et pour exclure, il faut d'abord stéréotyper, il faut d'abord ranger les gens dans des groupes selon des codes liés à des clichés. En incarnant ces personnages complexes, en racontant leur histoire, on brise ce mécanisme. Et Omar gagne le deuxième round. Enfin, et puisqu'on parle d'histoire au pluriel, on oublie trop souvent que une culture, elle se construit dans l'histoire, avec un grand H, l'histoire au singulier. On oublie que les réflexes d'exclusion sont les vestiges d'anciennes guerres, des réminiscences de drames humains non résolus. Et on a parlé de choisir de porter un regard de vérité sur soi-même, on a parlé de choisir de porter un regard de vérité sur ce qu'on incarne, mais choisir de porter un regard de vérité sur l'histoire, c'est aussi ça pour moi, ce qui fait un grand acteur. Mais c'est aussi ce qui fait qu'ensemble, on surmonte l'exclusion, en prenant conscience de ces mécanismes et de notre réalité sociale. J'espère très sincèrement qu'un film comme Tirailleurs peut servir à ça. De même manière que je sais qu'en voyant Omar à la télé quand j'étais petit, j'ai entrevu une autre histoire pour moi. La possibilité de prendre la parole, d'être à l'écran. La possibilité de jouer mon rôle. Comme ce monsieur qui me ressemblait. Alors pour ça, Omar, merci et one love. C'est beau. C'est bon, hein? Non, c'est super. Merci beaucoup. Merci, c'est assez touchant. Qu'est-ce que tu peux répondre à Emric? Merci, j'ai juste envie de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il dit et ses bons mots aussi. C'est pas un exercice facile, il est doué. Il est très doué. Il est doué, donc c'est encourageant. Comme je parlais de mettre de l'essence pour continuer la route, ça
c'est un petit galon quand même. Donc, faire de la route avec ça, c'est bien ça. Non, c'est cool de l'entendre. C'est cool d'entendre ça et d'avoir un témoignage comme ça. Mais surtout, voilà, après, l'exercice est beau. Lui, son témoignage est assez touchant et il a une vision assez juste. C'est vrai que j'ai toujours détesté cette phrase. C'est pas pour nous. Oui. J'ai toujours détesté ça. Je fais de la moto, ma moto, c'est une Harley. C'est pas pour nous, la Harley, j'en ai. Tu fais du racket dans la neige. Mais c'est pas pour nous. Mais ouais, c'est pas pour nous. Bien sûr pourquoi? que si. Pourquoi pas? Pourquoi? Donc c'est vrai que ça a été un moteur, ça, de péter cette réflexion un peu simpliste, quoi. Et puis surtout qui nous enferme. Et sans jamais être dans l'exclusion, sans jamais être dans la revendication. Tu fais des films. On a parlé de Tirailleurs, on va en parler maintenant parce que c'est vraiment à l'image du billet d'humeur et de tout ce que nous pensons de toi. C'est que tu réussis à faire, à travers cette œuvre, une œuvre universelle. Comme tu le dis, on a tous la même histoire, mais pas la même mémoire. Et encore une fois, c'est pas un film qui exclut, au contraire, c'est un film universel. On regarde ou on écoute le teaser. Parce qu'il y a Ludo qui va m'engueuler si j'ai pas dit écoutez, parce qu'on est aussi à la radio. Bonjour Ludovic Juno. Et on revient. Incorporé. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Quoi, guerre Gonden Baba? Guerre? Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. En position, Plusieurs de mes caporaux sont tombés, j'aimerais que vous les remplaciez. Tirailleurs, quel film! C'est l'histoire d'un père et d'un fils, en fait, parce que c'est ça l'important. C'est pas une histoire, c'est pas l'histoire de France, c'est pas l'histoire des tirailleurs, c'est surtout l'histoire d'un père et d'un fils incarnés par toi, le papa, Bakary, et puis Alassane Diong, qui sont forcés d'aller au front durant la Première Guerre mondiale, la guerre 14-18. Tu sais à quoi m'a fait penser ce film? La vie est belle de Roberto Benigni. Ok. Est-ce que tu vois les points communs? Oui. C'est prétentieux, mais c'est moi qui l'ai dit. Vas-y, dis-moi en quoi? Parce qu'en fait, on est dans le film de La vie est belle. On parle pas de l'histoire de la Shoah réellement. On parle d'un père et d'un fils et de la force de l'amour au milieu d'un drame historique. C'est vrai. Et c'est ça qui rend l'histoire finalement universelle. Et c'est vrai que vous avez réussi ce pari parce que tu n'es pas seul. Évidemment. Tu coproduis le film avec Bruno Naon. Oui. C'est une distribution Gaumont. C'est réalisé par Mathieu Vadepied, qui était le chef-op pour la petite histoire de Intouchable. C'est ça. Et c'est d'ailleurs là où il m'en parle la première fois. Il y a 10 ans, 11 ans, vous parlez de cette histoire. Mais ce film est incroyablement universel. En fait. Et c'était voulu de ta part, visiblement, que de rendre cette histoire qui est, ok, certes, propre aux tirailleurs, qui ne sont pas que sénégalais par ailleurs, guinéens, il y a même des tirailleurs français, en fait, les gens ne le savent pas. Rendre cette histoire universelle, comment tu l'as pensé, comment tu l'as voulu? En fait, moi, je la pense pas vraiment, c'est une idée de Mathieu Vadepied, donc le réalisateur de ce film, et effectivement, chef opérateur sur Intouchable. C'est là où je le rencontre, et c'est là d'ailleurs à la cantine, où il me parle de ça et surtout, il commence par me poser une question très simple qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il me dit, et si le soldat inconnu était un tirailleur sénégalais? C'est fou.
Non, mais c'est ouf. Je veux pas spoiler, je voulais en parler, mais c'est fou. Non, mais en fait, quand il me dit ça, je me dis, mais je me suis jamais posé cette question. Et puis, je commence à dire, mais est-ce que c'est possible? Et puis là, ça y est, je commence un tas de questions qui commencent à arriver. Je me dis, mais comment ça se fait que sur mon trajet d'homme, sur ma petite carrière d'élève, je n'ai rien eu à disposition pour faire en sorte que je me pose cette question. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on se rend compte que ouais, c'est une histoire, en fait, l'histoire des tirailleurs dans la grande histoire de France, c'est un volet un peu flou et limite un dossier épais comme ça, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, tu te dis, ben ouais, un film, ça m'intéresse de faire en sorte que les gens puissent se poser la question parce que c'est une possibilité. Et donc c'est comme ça que le film avance, c'est comme ça que Mathieu il m'accroche pendant 10 ans. Et voilà comment on part dans cette aventure-là. Et quand tu pars sur ça, tu veux évidemment pas, encore une fois, faire un discours sur comment c'est bien, comment c'est pas bien. Tu veux pas faire un cours d'histoire parce que t'es pas historien, tu connais rien. Tu veux pas faire un exposé non plus parce que t'as lu 2-3 trucs. Tu veux juste raconter une histoire, c'est ce qu'on fait. En fait, on passe par l'intime, on passe par le ressenti, on passe par les histoires d'hommes. Donc du coup, tu passes par une relation forte. Et la relation, effectivement, d'un père et d'un fils, ça me parle parce que ça me touche des deux côtés. Je suis père et je suis fils, donc ça, c'est un truc voilà, où on avait envie de parler de ça et qu'effectivement, la guerre soit plutôt un décor, des circonstances. Et finalement, je trouve que c'est la meilleure façon de parler de la guerre, en fait. C'est un film pendant la guerre, c'est pas un film sur la guerre. Alors, quand même, il est quand même très précis, le film, encore bien une sûr, fois. Je veux dire, on n'est pas dans l'inexactitude. Pour cela, tu t'entoures de gens, parce que tu es studieux. Et comme cette émission est collégiale, je crois que tu l'as compris. Oui. J'ai demandé à quelqu'un qui t'est très proche et pour qui moi j'ai la plus grande admiration, je crois qu'on est des millions à l'admirer pour son travail et ses travaux. Bien sûr. Je sais que tu échanges beaucoup avec lui. Je vois très bien de qui tu s'agis. Tu vois de qui je s'agis? Ouais. De qui je s'agis, voilà. Bonjour Juliette. Bonjour à tous et bonjour Omar. Écoute, je veux te poser une question sur ce film Tirailleurs. En tant qu'historien, ça me paraît essentiel. Pourquoi tu t'es intéressé à cette période particulièrement de l'histoire? À la fois de l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'Europe, de l'histoire de France. 14, 18. Pourquoi cette période est-elle au cœur de ton film? Merci à toi et à bientôt. Bon, déjà, j'aime beaucoup ce monsieur, c'est sûr. Pascal Blanchard, effectivement, avec les travaux qu'il fait, son investissement dans tout, c'est justement un des rares historiens qui a je trouve, assez généreux dans le partage et dans le souci de vraiment transmettre, de faire comprendre et de proposer aussi une autre lecture des choses des fois, d'apporter vraiment de la nuance dans beaucoup de choses. C'est quelqu'un d'assez juste, j'aime beaucoup pour ça. Et effectivement, sur Tirailleurs, il m'a beaucoup aidé. Et donc, pourquoi la guerre 14-18 ? Bah, tout simplement, en fait, parce que le premier point sur mon implication et mon envie de raconter cette histoire était ce lien entre le soldat inconnu et les tirailleurs, en fait. Et le soldat inconnu, il est là pour représenter tous les soldats qui ont combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. En 14-18. Donc, en 14-18. Donc, du coup, voilà pourquoi on va là. Et puis surtout, c'est la plus ancienne. Quand on a une espèce de truc un peu flou, des fois, dans nos réflexions, on se dit que notre lien, en tant que fils d'immigrés, notre lien, spécifiquement des pays colonisés, notre lien avec la France date de l'arrivée de nos parents dans le pays. En fait, et tu dis que ça commence pas du tout là. Ça commence beaucoup plus tôt. Bien et plus en fait, et donc du coup, c'est aussi une manière de rappeler ça. Un énorme merci à Monsieur Blanchard, Monsieur Pascal Blanchard. Pascal Blanchard qui est historien, documentariste, auteur, essayiste et co-directeur du groupe de recherche AK. Il vient de sortir un bouquin, Histoire globale de la France coloniale aux éditions Philippe Ray, regroupant une centaine de contributions, véritable référence sur 2 siècles et demi d'histoire coloniale. Et puis je vous conseille aussi vivement un doc qui est extraordinaire, qui a été diffusé d'ailleurs sur France 2 en prime time dans Infrarouge, je crois, et qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Internet, Décolonisation du sang et des larmes. Voilà, très 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 grand monsieur précis et qui t'est proche parce que vous avez beaucoup de réflexions. Et encore une fois, les choses ne sont pas hasardeuses chez toi, dans ta façon de faire. Le film met beaucoup de temps à se monter. 10 ans. 10 ans.
Pour quelles raisons? Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'un scénario, ça s'écrit pas facilement. C'est sûr. Parce que il y a Mathieu aussi qui fait son trajet. Il est chef opérateur à l'époque, donc il fait son trajet de réalisateur. Il fait un film entre-temps. Il y a aussi, voilà, le travail aussi de recherche n'est pas évident. Donc, il faut collecter les histoires, les trucs. Il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut déjà se documenter pour Mathieu et son co-auteur. Donc, du coup, il y a tout ça. Et puis après, il y a les versions qui nous vont pas. Il y a aussi une histoire qui doit vraiment me porter, moi, en tant qu'acteur. Le sujet est une chose, mais l'histoire en elle-même, c'est autre chose. Donc, il faut ça, quelque chose qui bouscule assez pour qu'on y aille. Et puis, il y a aussi une réalité, hein, c'est qu'il faut le monter, le film. Il faut les moyens. C'est un film qui, quand même, demande des moyens. Donc, c'est pas évident à monter, à vendre. Donc, il y a aussi tout ça qui rentre dans la chronologie et qui retarde un peu les choses. Ce film est tourné en partie à Podor, dans le nord de la région Peul. Un coucou au Baba Mal. Oui, c'est ça. C'est son fief. Oui. C'est son fief. On a été très bien accueillis chez lui. Oui, la classe. Évidemment, en France, 99% des comédiens sont noirs. 70% des équipes techniques sont sénégalaises, ou en tout cas une grosse partie là-bas, quand vous tourniez, sont des gars du Sénégal. Certains sont pros, d'autres pas. Et tu, en plus, à travers ta boîte de prod, eh bien, tu formes. Ça te tient à cœur aussi de former des gens au pays, des équipes pour tenir les caméras et faire partie des équipes du film. D'ailleurs, alors, tu as l'une de tes boîtes de prod, mais je crois que c'est la française, qui s'appelle Korokoro, qui est le village où ta maman est née en Mauritanie. La teranga et un clown. Il est métis, un lion métis. Non, c'est vrai, c'est stylé. C'est pas mal, ça. Ouais, ça te ressemble. Ouais. Ouais, j'aime bien, moi, mon petit logo du clown de nez rouge. Du lion au nez rouge. Ça, en fait, c'est ça, j'aime bien. C'est cool, hein. C'est stylé de fou. Ouais, j'ai jamais vu aussi parce grand. Que ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a tout. Il y a Korokoro, donc la base. En fait, ta maman. Ma mère. Et puis, ouais, le lion, c'est l'emblème, hein. King, mais en même temps, le lion qui fait la rigolade, quand même. Il chasse bien, il corrige, machin, mais on gaulerie bien, on gaulerie d'abord. On l'enlèvera s'il faut, mais on le porte. Ouais. Et tu formes. Et tu continues d'ailleurs. Tu travailles avec des chefs-op à Dakar, avec des cadreurs. Tu formes des jeunes qui n'étaient pas forcément partis pour ce métier. Ben, si, c'est ça. Pas les moyens, en fait. Pas les moyens, mais il y a beaucoup d'envie là-bas, de choses. Donc, j'essaye d'avoir un lien avec tout ça et de faire ce que je peux à ce niveau-là. En tout cas, le film était une belle occasion. Et c'était cool, ça. On avait déjà commencé. J'ai commencé ce lien avec le film Yao. Et donc, du coup, c'est un travail que j'essaie de poursuivre et j'espère à l'avenir en faire davantage. Ouais, c'est extraordinaire, surtout que le cinéma sur le continent africain est quand même... Il n'y a qu'à voir les films présentés au FESPACO, etc. Je crois qu'il est sous-coté. Tu as vraiment des talents assez incroyables. Et encore beaucoup de talents qui n'ont pas encore, malheureusement, l'occasion de s'exprimer. Et l'idée, quand même, en ayant une boîte de production là-bas, c'est de pouvoir leur donner les moyens. Ouais. Formidable. Autre challenge, quand même. C'est-à-dire que là, je fais un coucou à Stéphane Caccio, qui est dans les parages, avec qui je suis allé voir le film, et qui me dit au bout de 2 heures, on a quand même regardé un film 100% Peul. En Peul, ta langue maternelle et paternelle, mais paternelle, ouais. Bah non, tes 2 parents parlent Peul. Bien sûr, crois. ouais. Mais autant, tu vois, on va regarder, on a l'habitude même de regarder des films en coréen aujourd'hui, etc. Mais en Peul, la première fois, et pourtant 1h40, ça glisse, en fait. J'imagine que chez toi, ça a dû changer plein de choses. Quand on parle une autre langue, quand tu parles anglais, c'est une autre forme de ta personnalité qui s'exprime. Quand tu parles français, c'est encore autre chose. Quand tu parles en peul, c'est la langue de tes ancêtres. C'est encore une autre partie de toi. C'est exactement ça. Moi, j'ai toujours l'impression qu'en fait, quand tu deviens fluent, enfin bilingue dans une langue, tu la parles parfaitement, que tu es capable d'avoir une conversation, parce que parfaitement, non. Mais du coup, j'ai l'impression que ça engage, alors peut-être que c'est le fait d'être acteur qui fait ça, mais j'ai l'impression que ça engage de créer une espèce de personnage de toi qui parle anglais. Et pour le peul, c'est pareil. Et tout dépend des circonstances de pourquoi tu apprends la langue. Et donc, du coup, moi, le peul, je l'apprends parce que je m'adresse à mes parents. Donc, il y a quelque chose un peu rentré dans l'intime, un peu aussi beaucoup d'humilité parce que c'est pour mes parents. De pudeur. De pudeur et tout ça. Donc, du coup, il y a ça, dans le peul. En tout cas, jouer en peul, ça a été quelque chose d'assez fort. Ça a été quelque chose d'assez fort et d'étonnant. Parce que
Parce que je pensais pas. Il y a des choses que j'ai exprimées avec ce personnage que je pense que j'aurais jamais pu atteindre si j'avais exprimé en français. Ça va chercher autre chose chez moi. C'est très difficile à définir, mais en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui s'exprime. Et le plus étonnant, c'est les silences qu'il y a, que je peux tenir avec ce personnage. Je pense avec le français, ces silences-là n'auraient pas été aussi longs, aussi remplis. Et donc, ouais, il y a plein de choses de cette dimension-là. Et après, comme toujours dans le jeu, et c'est pour ça que j'adore ça, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Non, mais là, j'ai l'impression même que... Déjà, physiquement, je trouve qu'on te reconnaît pas beaucoup. C'est surprenant. Et ça se joue, comme tu dis, sur les silences, sur cette pudeur. J'ai même l'impression, en fait, finalement, que tu as autant joué avec ton ADN, avec tes ancêtres, avec tout ce qui résonne en toi. C'était tellement juste et tellement... même un acteur, tu peux pas singer, tu ne peux pas imiter, tu ne peux pas jouer ce genre de personnage aussi justement s'il n'y a pas en fait l'esprit de tes ancêtres qui sont en toi. C'était comme si tu étais sous hypnose même parfois. Mais oui, mais en fait, moi j'espère, en tout cas c'est ce que je vais chercher à chaque fois, quand à un moment donné tu te mets à jouer, il y a des choses qui s'engagent, il y a des choses qui se passent, qui sont effectivement dans ta chair. Et ça t'échappe et c'est pas vraiment toi qui est là. Et effectivement, mon éducation, mon ADN m'aide, mais j'ai l'impression que ça m'aide toujours. Et il se trouve que là, peut-être que ça m'aide un petit peu plus et surtout, ça m'aide à un endroit qui résonne vraiment très, très fortement avec le sujet qu'on est en train de raconter. Ouais. En tout cas, c'est surtout, encore une fois, une belle histoire de famille, une histoire... d'humain à humain. Oui. Voilà, ce n'est pas un film sur la guerre, c'est important parce que il faut pas que les gens c'est un film qui se passe durant la guerre, où il y a de la guerre, il y a de la bagarre, il y a de la bagarre, il y a de la bagarre, mais c'est surtout un film poétique et c'est une belle histoire d'amour et une belle histoire de vie et de dignité aussi. Je veux pas spoiler. J'ai quand même plein de trucs à dire, mais là, je vais refaire le film. Merci beaucoup. Non, mais c'est plaisant à entendre parce que ouais, c'est un film qui compte et effectivement, il y a l'envie de raconter une histoire, effectivement, à travers ces hommes. J'ai l'impression que c'est le meilleur moyen de juste cette histoire entre ce père et ce fils, de raconter en fait que les tirailleurs, ils ont leur histoire, chacun. Parce que j'ai un peu de mal avec les termes génériques, en fait. Les tirailleurs, les migrants. C'est tellement vaste en plus. C'est trop facile. En fait, il y a des vies. Il y a des vies, la singularité des vies avec des gens qui sont connectés à ces personnes-là. Et j'ai l'impression qu'on s'identifie beaucoup plus quand on rentre là-dedans, en fait. C'est plus facile de s'en rappeler. Parce que le but, c'est ça, en fait. On parle d'humain à humain, en fait. Voilà. Et cette histoire est commune. Est-ce que tu penses que... On dit souvent que l'histoire est racontée par les vainqueurs, évidemment. Si l'histoire était plus juste et plus objective, est-ce que tu penses que le monde serait plus apaisé ? Ben, oui, c'est toujours mal. L'histoire est racontée par les vainqueurs, mais là, pour le coup, les tirailleurs, ils sont vainqueurs aussi, parce qu'ils ont gagné la guerre, mais parce qu'ils étaient du côté de la France. Mais si on parle juste de la guerre, mais effectivement, et après, c'est tragique et c'est un peu mathématique, c'est que c'est celui qui reste qui raconte l'histoire. Mais ça empêche. Aujourd'hui, on a des moyens, voilà, on a des gens comme Pascal, les historiens, ils font des travaux, ils arrivent à trouver des éléments et raconter ce que je dis, c'est-à-dire raconter l'histoire avec une autre mémoire, en fait. C'est pas grave si celui qui a raconté avant, il a oublié. Il a oublié qu'il avait perdu et que c'est même pas vrai. Il a oublié que c'était pas vraiment comme ça. 2-3 détails. Il oublie 2-3 détails, c'est pas grave. C'est sa version. C'est bien d'avoir toutes les versions, en fait. C'est là où je dis, on n'a pas la même mémoire, mais on a la même histoire. C'est-à-dire que l'histoire, la grande histoire, elle nous appartient à tous. Et il y a différentes mémoires. Et toutes ces mémoires s'additionnent. Il n'y en a pas une qui remplace l'autre. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. C'est juste qu'en fait, il faut reconnaître toutes les mémoires. La mémoire du corps aussi et la mémoire du cerveau d'un comédien et me fascine. Je pense à Heath Ledger qui jouait Joker dans Batman. Il était envahi en fait par son personnage, par son rôle. Tu as joué plein de personnages différents. Tu t'investis à du 10 000%. Est-ce que tous ces personnages finissent par devenir une petite partie de toi à un moment donné ? Oui, ça reste, bien sûr. Ça reste un passage de ma vie, ça reste un souvenir, mais c'est pas moi. Il change pas ta personnalité Il te quelque teinte, part. bien sûr, c'est des rencontres.
C'est des rencontres, mais comme pour les personnes qui ont vu le film, il y a quelque chose qui bouge. C'est des rencontres. J'ai rencontré, voilà, ces personnages. J'ai passé beaucoup plus de temps que la personne qui a vu le film, mais voilà, c'est des gens que j'ai... Enfin, pour moi, ouais, en tout cas, c'est très dissocié. C'est une rencontre, c'est des choses, mais non, je suis pas hanté par mes personnages. C'est non, ça, non. tu réussis à t'en défaire. Ouais, ça va. J'espère avoir la bonne distance. On verra, on verra à la fin. Surtout que tu fais des grands... Entre X-Men, Bishop et Tirailleur Macari. Ouais, j'aime bien ces voyages, moi. J'aime bien ces voyages. Et moi, voilà, je le vis comme un voyage, plus, ouais. C'est assez intéressant. Mais non, pour le moment, il y en a aucun qui m'a hanté ou qui reste ou qui me surprend dans ma vie, quoi. Okay. Non, ça va pour l'instant. En parlant de blockbuster, parce que tu en as fait quand même, quand je parlais, j'évoque X-Men, mais il y en a tellement d'autres. Tu t'es retrouvé une jolie anecdote par rapport à Tirailleur au Festival de Cannes sur le tapis rouge en même temps que Tom Cruise pour Top Gun, parce que la projection était exactement au même moment. Ouais. Et la symbolique, c'était volontaire de la part de Cannes, finalement, de mettre ces deux films en projection au même moment, et vous étiez tous ensemble. Donc le blockbuster américain légendaire, et puis Tirailleur, qui est un vrai film d'auteur, qui est plus pointu. Comment t'as vécu ce moment? Parce que c'était magique et symbolique en plus, aux yeux du monde. Oui, avant même la comparaison, Tom Cruise et tout ça, c'est vraiment de pouvoir amener ce film-là à Cannes, le présenter comme ça dans un festival international, vraiment regarder un des plus gros festivals de cinéma, être là-bas avec ce film-là, c'était quelque chose d'important et c'était pas rien. Donc il y avait une certaine fierté et j'étais très content de vivre ce moment-là. Puis surtout, on a eu un accueil incroyable. C'était une des premières projections publiques de ce film. Donc commencer là-bas, il y a une symbolique assez forte. Alors ouais, Tom Cruise, parce qu'en plus après on a eu la patrouille de France qui était là pour Tom Cruise, mais on l'a pris pour nous. Bien sûr, cadeau. Mais parce que pour moi, les tirailleurs méritaient la patrouille de France aussi, qui traînait le drapeau derrière eux. Moi, je l'ai pris pour le film Tirailleurs et je trouve que c'était un bon départ pour rendre hommage à ces soldats. Bien sûr. Ton rôle de rêve, vraiment le rôle dont tu rêverais un jour. En fait, j'ai une philosophie assez basique, c'est que j'ai pas d'attente précise sur les choses et sur le futur. Ouais. Je me tiens prêt à accueillir tout et reste attentif à ce qui peut se présenter parce que les choses se présentent pas toujours de la forme dont tu l'attends. Donc, je reste attentif. Et donc, justement, je donne pas de forme précise aux choses qui peuvent me plaire parce que finalement, après une opportunité, tu as du mal à la reconnaître. Et puis surtout, tu es souvent déçu. Ton imaginaire a une précision qui n'est jamais la réalité. Et donc, du coup, ça te fausse. Donc, j'ai pas de rôle précis que j'ai envie de jouer. Et après, pour te dire, j'ai un trajet qui fait que j'ai quand même touché à pas mal de choses qui sont différentes et qui m'ont fait plaisir et qui ont été neuves. Donc, peut-être que un personnage un peu plus dark, c'est encore une zone à explorer. Et c'est en travaux. C'est des choses aussi que je vais essayer de faire. Mais j'ai pas de rôle type, en fait, un peu parfait. Alors, avant Lupin, je t'aurais dit un rôle comme ça. Mais je l'ai eu celui-là. Un rôle qui a un peu tout, en fait. Un rôle qui a plusieurs rôles. Ça, c'était vraiment un rôle à tiroir, comme ça. Ça, c'était vraiment un kiff, mais tu vois, je l'ai déjà. Tu l'as. Mais c'est marrant parce que c'est aux antipodes un peu de la nouvelle mode, qui est intéressante, sur la pensée créatrice, tu vois. Être vraiment visionnaire sur un truc précis, visionner précisément son souhait, tu vois, l'américaine, c'est The Secret. Oui. Je veux une voiture comme ça, tu penses à la voiture, c'est ça. Dans un moment. Oui, mais alors mais toi, tu dis que finalement, c'est peut-être passer à côté de plein de choses, c'est hyper intéressant. Oui, en fait, moi, c'est rester aux aguets, en fait. Et puis aussi, laisser la vie nous surprendre, c'est quand même ça aussi, c'est plein de surprises, c'est plein de trucs. Alors, des fois, on en a des moins bonnes, mais ouais, rester attentif, parce qu'effectivement, les opportunités, il faut être aux aguets. Des fois, ça ressemble pas à un bon truc et c'est un bon truc. Des fois, ça ressemble à un bon truc, mais c'est pas un bon truc. Donc, faut rester attentif, aux aguets, et voilà. Après, non, c'est la projection mentale, j'y crois, ça marche, mais c'est beaucoup plus précis que ça. C'est pas juste le rôle type, machin, c'est un moment précis, un truc que tu veux, mais là, ça demande, faut convoquer tous les sens. C'est deep. Ouais. C'est pas juste un rôle type, c'est trop flou pour pouvoir se projeter mentalement et aller le provoquer. C'est plus précis que ça. On fera une autre émission là-dessus. Avec joie. Bienvenue, t'es chez toi.
Le Sénégal, des productions à venir quand même, un rêve, faire des choses là-bas, développer là-bas. Oui, sur bien le sûr. continent, pas seulement le Sénégal d'ailleurs. Bien sûr. Bah ouais, mais pays, commencer par le Sénégal parce que c'est là-bas où j'ai des attaches et surtout c'est là-bas où j'ai des possibilités. Mais évidemment, on sait bien en plus que là-bas, ça fonctionne par la région. C'est toute la région d'Afrique de l'Ouest francophone, ils travaillent ensemble, les techniciens, les réalisateurs, tout le monde travaille ensemble parce que c'est le seul moyen. Et puis surtout, il y a pas suffisamment de projets pour que chacun puisse rester dans son pays travailler. Donc l'idée, c'est quand même de ramener des projets et de faire en sorte que tout ça bouge et grandisse. Ouais, j'espère pouvoir faire ça. En tout cas, j'y travaille. Comme d'habitude, c'est comme c'est pas fait. Mais on est dedans déjà. On a déjà commencé. Alors moi, je vais pas mentir aux gens. Nous sommes le 8 décembre. Je sais qu'il y a une projection à Dakar. Oui. Le 20, c'est un moment important et que tu es la fierté des tiens aussi, et pour preuve, ils ont des questions aussi à te poser. Voilà. Ouais, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Salut Omar. Salut Juliette. Je suis fier que tu aies mis en lumière un tirailleur si souvent oublié. Maintenant, je voulais te demander si le fait d'avoir fait ce film t'a appris des choses importantes sur nos tirailleurs ou sur l'histoire tout court. Salut, à bientôt, merci. Youssou N'Dour. Ouais, c'est la classe. Il y a beaucoup des gens importants qui me posent des questions. Des gens importants. Bah oui, Youssou N'Dour. Des gens sérieux. Des gens sérieux. Youssou, la grande classe. Non, mais belle surprise. Est-ce que j'ai appris des choses? Bien sûr. Bien sûr. Sur la guerre en elle-même, on apprend des choses sur la Première Guerre mondiale, c'est le parcours scolaire, on apprend ces choses-là. Donc, évidemment, ce que je dis, c'est avec une autre mémoire, à travers cette guerre-là, telle qu'elle est, c'est une guerre vraiment, une vraie boucherie. Ça, c'est vraiment des choses que... Alors, je ne sais pas si j'ai oublié, mais j'ai en tout cas découvre une barbarie incroyable. Et là, en plus, vraiment qui concerne tous les soldats qui sont battus à ce moment-là. Et puis oui, surtout les conditions en fait de recrutement des tirailleurs, la façon de les déporter, puis je découvre moi les tirailleurs sénégalais en fait c'est un terme générique qui englobe différents pays. Ça c'est des Guinéens, voilà. Même des Indonésiens étaient dans les tirailleurs. Donc des pays colonisés. Donc tout ça c'est des petits détails comme ça et c'est en ça encore une fois que pour moi le film est important. C'est qu'il y a quand même une vocation pédagogique, mais comme ça, quoi. C'est des informations qu'on prend à droite, à gauche. C'est, encore une fois, pas un cours d'histoire, mais on y apprend 2-3 trucs comme ça en traversant l'histoire de ces deux hommes-là. T'accomplis tes rêves au fur et à mesure, tourner au Sénégal, faire des choses. Merci encore, Youssou. Oui, on l'embrasse. Merci. Au gros bisous. Ouais. Quel serait l'un de tes rêves en dehors du cinéma? En dehors du cinéma? Ouais, dans la vie. Me sors pas que ma famille aille bien, tout ça, les enfants soient super. On sait, c'est le rêve de tout le monde. Voilà. Non, mais en vrai... Vends-moi du rêve, s'il te plaît. Mais je peux pas te vendre du rêve, je vais te dire la vérité. Je le vis, là, mon rêve. Moi, je suis bien là où je suis. C'est vrai qu'être à Légende urbaine, c'est un rêve. C'est la meuf qui n'a rien compris, qui n'a pas compris la réponse. Mais ça en fait partie. Ouais. Ça en fait partie, Juliette, je déconne pas. C'est-à-dire, être là, on me donne la parole, on m'écoute... j'ai la possibilité de faire les choses que j'imagine. Ça devient une réalité. Youssou N'Dour, j'ai entendu sa voix toute mon enfance. Il s'adresse à moi comme ça. Tu penses que c'est normal, toi? Non, en fait. Et donc, tout ça est quand même un truc assez dingue. Et donc, juste, voilà, pour moi, je le vis, ce rêve. Et voilà, si j'ai un rêve, dans mon rêve... c'est de ne pas me réveiller tout de suite. Bah ouais. Et de ne pas être dans le Truman Show. Oui, c'est ça, exactement. Surtout s'il vous plaît. C'est ça. C'est vrai que c'est cool de prendre conscience de ça. Je pense quand même que tu mens parce que moi j'ai des vraies infos et tu veux pas tout me dire. Tu ne me mens pas, mais t'as bien tourné le truc. Et donc du coup je m'aide de témoin. Puisque moi j'ai posé la question. Okay. Mais moi j'ai des infos contradictoires. T'as plein d'autres rêves, des trucs très basiques. Fais voir. Ou pas, je sais pas. J'aimerais bien voir ça. Qui est ce témoin masqué? Omar. Il fait froid à Marseille, mais on va poser quand même nos petites questions. La première question que j'ai à te poser, elle est très simple. Est-ce que tu as pu réaliser ton rêve? On en parlait il y a quelques années de ça. C'était de pouvoir nager avec les requins. C'était un rêve que tu avais, donc j'espère que tu as pu réaliser ça. La deuxième question qu'on avait à lui poser, elle est très très simple.
comment fais-tu pour supporter l'OM dans une famille qui adore le PSG? Tu es un king. Tu es vrai, mon ami. On embrasse tes frères. Hein. Allez, l'OM. On leur envoie plein d'étoiles. Et la dernière question, c'est qu'on sait que tu as été en Italie récemment. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir touché l'upgrade des nations, de la cuisine, de la culture, de la civilisation, je suis un peu nationaliste. Je râle parce qu'une Coupe du Monde sans la Squadra, c'est pas une Coupe du Monde. Bon, on te fait plein de bisous. Ciao Juliette et on vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Akhenaton et Saïd qui sont au pôle Nord, visiblement, c'est pas à Marseille, c'est pas possible. C'est à Marseille, c'est ça qui est terrible. C'est vraiment réchauffement climatique, c'est confirmé. Rien ne va plus. C'est confirmé. Non, voilà, tu vois, encore autre chose, c'est-à-dire que, pareil. Tu sais que c'est la famille, c'est ton frère Akhenaton, Saïd aussi. Et j'ai commencé, mon rapport avec lui, c'est quand même de l'écouter, d'avoir ces textes qui me rentrent dans l'oreille, Akhenaton Dayam, voilà, qui me fait réfléchir. Donc aujourd'hui, j'ai un autre rapport avec lui. C'est quand même incroyable pour te dire où on est, quoi. Et oui, on avait discuté de ça, mais je l'ai fait. T'as nagé avec des requins? Ben oui, je l'ai fait. Alors il me manque le requin tigre et le requin blanc, mais j'ai nagé avec des requins. Ah, parce que t'en as fait plein. Ben il faut faire des petite collection différents types de requins. Ouais, il faut aller le max. On est sur c'est le requin blanc. Je suis pas loin là. Je suis bien. Non, ça je l'ai fait. T'en as fait combien? Ah, je sais pas, plusieurs types, ouais. Ouais, plusieurs types. Ouais, j'aime ça. La plongée, j'aime ça aussi. C'est un des trucs que je fais aussi. Plonger, il y a plonger et plonger avec des requins. C'est deux choses, oui, deux trucs différents. Quand tu plonges, tu croises des choses. Tu croises des requins, des raies, des trucs. Et les requins, un requin, quand il a bien mangé, il te calcule même pas. Ouais, puis on dit que très peu de requins sont dangereux en réalité. Mais ils ont une mauvaise réputation. C'est le blanc et le tigre, c'est chaud. C'est pour ça qu'il faut s'organiser. mais non, ouais, j'aime ça. Parce que pareil, pour te dire, le truc un peu méditatif et tout, en fait, quand t'es là-dedans, t'as que le rythme de ta respiration, tu n'entends que toi, t'es à l'intérieur de toi. Tu ressens ton corps différemment, voilà, c'est comme tu bouges et tout ça, donc j'aime bien ça, pour ça aussi. Et donc ça, c'est la première question. T'aimes le danger requin, OM. Oui. Pour l'OM, en étant parisien, je pense que c'est plus dangereux. De supporter l'OM que de nager avec des requins. Je pense aussi. Donc non, oui, l'OM, en fait, l'histoire avec l'OM, elle est très simple. Les gens n'arrivent pas à comprendre, mais il faut comprendre que moi... En fait, en 93, j'ai 15 ans, moi, je suis un môme. La grande époque de l'OM, je suis un adolescent et j'ai de la famille à Marseille. Donc, c'est la grande époque de l'OM, week-end, tout ça, cette grande papin, tout ça. Donc, moi, je suis un ado et je vais au Vélodrome un jour, je vois une équipe qui joue hyper bien. Je vois un stade où il y a une communion incroyable, où il n'y a pas de bagarre, où tout le monde est la même famille. Ouais. Moi, je vois ça, je tombe amoureux de cet endroit. Et le maillot que je vois à ce moment-là, j'ai envie de le porter. Et ça reste. Ça reste. Mais tu le portes à Trappes, tu le portes à Paris? Je le porte tout le temps. Tout le monde sait que je supporte l'OM. J'assume totalement parce que j'ai une vraie raison. Et d'autant plus que, pour contraster, Paris, quand j'ai 15 ans, quand tu vas au parc, tu vas jamais tout seul. Tu vas jamais tout seul, parce que t'as les ultras, parce que t'as tout ça, bien sûr, ça surtout les Boulogne Boys. Donc, tu ne vas pas, t'amènes pas tes petits frères, c'est impossible, t'es obligé d'y aller en équipe. C'est une entreprise, c'est une grosse production d'aller voir un match au PSG. Et tu n'es pas le bienvenu. Et tout le monde n'est pas la même famille, même si on a le même maillot. Donc, on a le même passion, mais on n'a pas le même maillot. Ce truc-là, ça marche pas là-bas. Et donc, du coup, forcément, en contraste, quand tu vis ça au parc et que tu arrives au Vélodrome, il se passe un truc, c'est une révolution. C'est vrai. Tu dis, c'est ça le foot, en fait. On peut vivre ça. Ben voilà, donc du coup, ça reste et... T'as convaincu peut-être les équipes. Alors je dis, Julien, Souel, vous êtes convaincus? Kama, je dis, allez l'OM. Vous avez crié allez l'OM ou pas? Je dis allez l'OM. Non, je continue à le dire. Cela, non. Je le dis, allez l'OM. L'Italie, tout ça, on passe. L'Italie, non, l'Italie, c'est du chauvinisme. C'est du chauvinisme. Non, mais là, c'est chill, c'est n'importe quoi. C'est beau. En plus, j'étais pas loin de chez lui, j'étais pas loin de Naples. S'il vient de là-bas, j'étais pas loin de chez lui. C'est quelque chose, Naples. Mais en fait, Naples, c'est Marseille de l'Italie, hein. C'est ça qui est marrant. C'est vrai. C'est ça qui est marrant. C'est rocambolesque, en tout cas. C'est quelque chose. Elle est marrante, cette ville. Le rap, tu dis que t'écoutais IAM. Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui d'une façon générale comme musique? Et est-ce que tu es un peu nostalgique du rap, justement, des années 2000 et tout ça? Totalement. Surtout des années 90, pour moi, vraiment, le moment où on a l'âge d'or. L'âge d'or, pour moi, du rap français. Donc, je suis plutôt là-dedans et je suis plutôt nostalgique.
suis plutôt un vieux con à ressasser mes trucs et dire c'était mieux avant. Ils avaient des textes, ils avaient un propos. Je suis vraiment un vieux connard comme ça. Ouais, très et bien. j'assume totalement. Des thèses, des antithèses, des synthèses. Voilà, j'aime bien. Il y avait du vocabulaire. Enfin voilà, je suis vraiment ça et j'assume totalement parce qu'en fait, c'est simplement le rap qui parle d'une époque que je connais, avec des situations que je connaissais, qui me parlaient, qui m'ont fait avancer. Aujourd'hui, je suis déconnecté parce que je suis pas branché à ce que vivent les mecs qui rappent aujourd'hui. Donc, je suis pas vraiment connecté à ce qui se fait aujourd'hui. Après, j'ai des petits préférés malgré tout. Et voilà. J'ai un qui me plaît beaucoup, c'est NASA. Il est marrant, parce qu'il est marrant, il me fait rire, il a une vraie énergie. distance avec les choses. C'est beaucoup un mec, d'humour, beaucoup d'autodérision. Beaucoup d'autodérision, mais pour être à ce niveau-là d'humour, il faut avoir un cerveau qui marche bien. Donc, je l'aime bien, lui, c'est mon préféré dans ce moment. Ouais. Dans la nouvelle génération, c'est lui qui me plaît. On a décidé quand même de te faire plaisir, c'est quand même pas tous les jours qu'on te reçoit, donc tu parles d'ancienne génération, de texte, d'écriture, donc on a un dernier petit cadeau pour toi. Ah, ça fait plaisir. Et pas des moindres. J'en suis pas peu fière de celui-là de cadeau. Ah, voilà. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Je ne peux pas. T'as tremblé là? J'ai tremblé. Comment ça va? Pourquoi vous le laissez tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Dire des insanités comme ça en plein écran. Il est tout seul. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. Calbo et Lino d'Arsenic qui vont nous faire, nous offrir un titre de live en fin d'émission. Un monde parfait. Un titre qui te correspond bien à ton mindset et correspond bien à ce dont on a besoin en ce moment. On en a besoin. Calbo, Lino. Oui, c'est ça. Un monde parfait. Pour les Français. On n'a plus de jus. Calbo, Lino d'Arsenic, bienvenue messieurs, bienvenue chez vous. Vous connaissez la maison un petit peu beaucoup. Hein. C'est juste une fierté pour nous, Omar, tu vois. Merci Calbo. Bien sûr. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est comme nous dans la ZIC, on voit toujours la finalité, mais on voit pas le taf qu'il y a derrière. Donc je sais que derrière, connaissant Omar, il y a un gros taf de psychopathe. Aujourd'hui, il peut sauter dans la peau de Bishop, comme dans le collant du prince. J'ai compris. Il est ouf. Il peut tout mettre. Ça y est, il est parti. C'est je m'en fous d'autre. Non, mais c'est important. C'est hyper important. Toi, Omar, tu parlais des paroles et de l'importance des textes. Tu disais avant, c'était mieux. Et là, on a quand même... Arsenic, nous avons les plumes... J'ai encore mon Woody avec Arsenic derrière qui bien écrit en gros et je le porte encore. Il y a quoi? Non, c'est vraiment... Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et il faut que je te ramène aussi un petit cadeau parce que j'ai sorti un petit truc. Parce que voilà, Calbo. Actualité, t'as sorti, bien sûr, mais c'est important. Calbo. Julien, tu n'avais pas dit qu'on pouvait faire la promo. Ah oui, Calbo. Cassette. Je l'ai lecteur des cassettes. Tu sais qu'au fond du salon chez la Madre, il y a toujours le vieux poste. Cassette. Oh, merci Calbo, ça fait plaisir. C'est magnifique. Ah ouais, cassette. Quelques gouttes de donc là, de ton EP et ton bouquin que tu as sorti l'année dernière. Voilà. Préface à Konatanoke, on va lire ça. Je vais le lire, attention. Je vais te poser des questions pour voir si tu connais le livre. J'ai quelqu'un qui lit maintenant. Ouais, c'est ça, voilà. On a passé le temps. On a passé le cas. Mais ouais, on a beaucoup rigolé avec Omar. Non, c'est sûr. Vous avez rigolé et puis vous avez fait des choses très chouette aussi ensemble, et c'est le moment de la Minute Association, parce que je parle toujours d'une association, d'une fondation, quelle qu'elle soit, peu importe sa situation géographique. Et évidemment, je vais parler de C'est que du bonheur. Oui. Je sais que vous avez assisté à pas mal d'événements, C'est que du bonheur. Donc c'est Hélène C, donc ton épouse et toi, accompagnée de plus de 200 bénévoles. C'est une association qui existe depuis plus de 15 ans, me semble-t-il. C'est ça, c'est ça. On est sur plus de 15 ans. C'est une association qui soutient les enfants et adolescents hospitalisés. Et vous les soutenez de 1000 façons différentes en faisant des activités extrascolaires pour eux. Pour les gamins aussi qui font l'école à l'hôpital, vous leur permettez d'être soutenus, de faire des sorties culturelles, qu'elles soient... pour ceux qui peuvent sortir. Voilà, faire des matchs de foot, aller voir des pièces de théâtre.
ou voir des concerts. Et pour ceux qui ne peuvent pas sortir, du coup, vous réaménagez des petites parties de l'hôpital en créant des salles pédagogiques, en créant des scènes pour que les gamins puissent faire des spectacles. Vous leur apprenez la cuisine, plein de choses. Il y a un numéro pour faire des dons parce que c'est toute l'année. Alors là, voilà, c'est Noël, donc on voit beaucoup de choses passer, mais on peut faire des dons toute l'année, soit via le site internet ou par SMS au 92 022 avec le mot-clé CKDB. Et c'était important d'en parler. Je sais que vous avez fait des visites aussi aux hôpitaux et vous avez participé. Il y a plein de gens. Passage obligatoire. Évidemment. Non, mais tu as plein de gens. C'est vrai que c'est aussi ça. Utiliser ta notoriété pour faire de belles choses. Ouais. Et en plus, vraiment, c'est comparé à tous les bénévoles qui travaillent tout au long de l'année, qui font un contact avec les hôpitaux, qui sont en contact aussi avec les familles, qui réfléchissent à l'aménagement d'espace, que ce soit pour les enfants ou même les parents parfois, venir en aide aux familles des fois, qui sont téléportées dans des endroits où ils n'ont pas accès à des choses pour pouvoir être là et visiter leurs enfants. Donc il y a vraiment un vrai travail qui est fait au jour le jour par ces bénévoles. Et après, il faut ramener quand même mon rôle à quelque chose de pas plus important que ça, en fait, de pouvoir leur apporter. Mais vraiment, mon apport, c'est que celui-là, en fait, de pouvoir médiatiser ça. Mais vraiment, les actions, elles sont faites. Il y a des gens qui sont là quotidiennement. Il y a 8 personnes qui sont là, salariées. Tous les jours. Hélène est au taquet. Elle est au taquet là-dessus. Et en fait, moi, je suis un peu la vitrine, on va dire, le porte-parole du truc. Mais en vrai, voilà, on fait des visites. Et en plus, pour nous, les visites, c'est des moments un peu plus festifs. Il y a des moments où ça l'est un peu moins, d'ailleurs, parce qu'il s'agit quand même d'enfants qui sont malades, et avec des familles quand même qui vivent des choses assez lourdes. Donc du coup, ceux qui font vraiment face à toutes ces situations-là, c'est les bénévoles, et c'est surtout à eux qu'il faut rendre hommage, quoi. Bravo, c'est que du bonheur. Allez voir sur les réseaux, sur Internet, partout. Et si vous pouvez faire des dons, faites-le. L'union fait la force. Il est bientôt l'heure de se quitter. Je rappelle que Tirailleurs... ça a été rapide pour vous, les gars. Tirailleurs sera de sortie au cinéma le 4 janvier prochain. Merci Arsenic, merci les gars pour la surprise, merci pour le live, un monde parfait que vous allez nous offrir. On arrive à un moment clé de l'émission qui, je pense, est votre favori, vous connaissant. Et je vais commencer par vous, en plus, parce que le mot de la fin sera pour Omar. J'aimerais que vous passiez un message universel aux dizaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Micro Lino, peut-être le micro. J'oublie. Je pensais qu'on m'avait équipé. Non, mais il y a de messages. Honnêtement, le message, il est là, quoi. T'as des mecs comme nous qui sont des poids lourds du rap. Et t'as des mecs comme ce monsieur qui a fait le boulot, qui est passé outre-Atlantique. Et c'est énorme le travail qu'il a accompli, parce qu'on va parler de lui, parce que c'est son émission aussi. Et le travail qu'il a accompli est énorme, quoi. Tu vois? Donc il est passé, moi, on a suivi ce qu'il faisait et tout, avec Jamel, Omar et Fred et tout, et de passer à Hollywood. C'est incroyable. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Bien sûr. Donc, voilà, le message, il est là, il n'y a même pas de posture à avoir. Oui, alors les mecs, vous pouvez le faire, on s'en bat les couilles. Il arrive du quartier, nous, on arrive aussi du quartier, et on fait le truc. Tu peux résumer ça en disant, la seule limite, c'est vous-même. Exactement. Voilà. Tu vois? Si tu te fixes pas de limite, tu peux aller où tu veux. C'est ça le truc. Donc on n'a pas grand-chose à dire, en fait. Mais c'est déjà pas mal. Il faut juste constater. La seule limite, c'est vous-même. C'est tout. La preuve par l'exemple. Voilà. Comme Omar, toi, tu l'as dit. Un message universel. Bonsoir. Mais ça se trouve, on va être diffusé le matin, ça dépend. Alors bonjour. Alors bonjour. Non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est très compliqué, mais en vrai, se souhaiter bonjour, c'est souhaiter une bonne journée, c'est souhaiter du bien. En fait, bonjour, c'est déjà un truc universel et c'est déjà un beau geste de souhaiter à quelqu'un une bonne journée. Mais sincèrement, si je te souhaite une bonne journée, c'est déjà que tu ailles bien jusqu'à ce soir au moins. C'est pas mal. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc on va commencer par ça. Commençons par le début. Bonjour ou bonsoir à tous. Ça, c'est le début. Ça marche. J'aimerais faire un énorme big up et un remerciement vraiment sincère et profond à Hélène C, qui, comme je disais, j'ai plus en colocation. C'est-à-dire là, on se partage les factures d'électricité, de téléphone. À Hélène C, avec qui j'étais en hotline, à Alexandre Di Caprio, à
Monsieur Paul André, à Bianca, à Daphné Veil, à Abdoulaye, à la Gazelle et à Aïcha, la Cosca, parce que Légendes urbaines, eh bien, c'est toujours un travail d'équipe. Et que voilà, c'est l'union qui fait la force. Totalement. Et sont toutes ces belles énergies réunies pour pouvoir faire la plus belle émission possible. On se quitte avec le live d'Arsenic, Un monde parfait. Je peux ajouter une petite chose, pardon? Ouais, bien sûr. Mais je voudrais aussi remercier ces personnes et les embrasser. Mais je voudrais quand même dire que je suis très ému, en fait, l'air de rien, que Arsenic soit là d'une part. C'est déplacé pour toi. Hein. Non, mais c'est ça. Mais moi, j'arrive, j'ai du mal à les voir pour aller boire un café. Non, mais quand même. Arsenic soit là, c'est quelque chose, parce que je parlais d'Ayam tout à l'heure, je parlais des textes tout à l'heure. Arsenic, c'est aussi des voix qui m'ont accompagné, qui ont résonné des choses en moi et qui m'ont donné de l'essence pour avancer. Donc, il faut que je le dise, il faut le reconnaître. Et par ailleurs, pour un truc un peu plus personnel, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Calbo, avec qui j'ai passé énormément de bons moments. Il m'a manqué pas mal de fois d'ailleurs, dans des situations où je me suis dit, Calbo était là, il m'aurait sorti des trucs. donc voilà, donc je suis content de le voir là et du coup, ça va me permettre de le revoir un peu plus. Donc, je suis assez touché par leur présence. Donc, effectivement, tu peux être fier du cadeau que tu m'as fait parce que c'est un véritable cadeau. Merci beaucoup. Merci. Merci Lino, Merci Calvo. les amis, merci. Merci Omar. À très très bientôt. À très bientôt. Tirailleurs. Et moi, la famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour voir la version longue de l'émission au cours de laquelle on s'est raconté plein de choses formidables. Et comme à l'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love Lino, one love Calbo. One love. Yes. Merci beaucoup. Enfin au sommet. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Je n'ai pas sûre, elle est tortueuse, alors des fois je trébuche. Mais vaille que vaille, je vais de l'avant. Arsenic trace la route, lâche pas ton plan. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Je n'ai pas sûre, elle est tortueuse, alors des fois je trébuche. Mais vaille que vaille, je vais de l'avant. Arsenic trace la route, lâche pas ton plan. Je te cause avec mon cœur et mes tripes. Pose pour mes sauces, ceux qui partagent et partagent mes tripes. Les roses et les moires aux clips.